Il y a environ 7 mois, j'ai fait une vidéo où je critiquais un petit peu le DS3 Crossback. Et du coup, j'ai bien envie d'avoir vos réponses sur les petites critiques que j'ai faites. Salut à tous, alors aujourd'hui on est invité par DS pour rencontrer Thierry Métrose, donc c'est le directeur du design de chez DS. Et pour cela, on est à DS World. Alors bonjour monsieur Thierry Métrose, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir sur la chaîne. Donc vous êtes actuellement le chef designer chez DS Automobile. Avant ça vous étiez chez Citroën et encore avant ça vous étiez chez Renault. Vous êtes notamment le père de l'Avantime. Je trouvais que c'était vraiment intéressant et on ressent tout au fil du temps ce genre de prise de risque. Et je trouve que c'est intéressant en tant que designer de prendre ce genre de risque. Quand on est designer, on est tourné vers le futur. Le rôle d'un designer, c'est justement d'imaginer le futur et puis d'arriver à faire bouger les lignes. Alors, des fois on arrive à les faire bouger, des fois on arrive à les faire un peu bouger, des fois on n'y arrive pas. C'est notre lot quotidien. Mais moi j'ai toujours été très attiré par ça, par la création déjà, et puis d'être résolument tourné vers le futur. Ce qui rend vraiment notre métier passionnant aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas isolé dans notre centre de design, mais au contraire on collabore comme ça avec des startups aussi à l'extérieur, avec des maisons de luxe. Quand on parle des savoir-faire traditionnels du luxe, on collabore avec les grandes maisons parisiennes. Donc on est en permanence comme ça, on est un peu comme des éponges en fait, à se nourrir et à collaborer avec plein de départements, de gens différents. D'ailleurs, je rebondis sur ce que vous venez de dire, toutes les maisons de luxe, etc. Ça fait aussi beaucoup partie de l'ADN de DS, de venir travailler avec des maisons de luxe, avec des matériaux qui viennent du luxe. Ce luxe à la française, que ce soit sur le cuir, que ce soit sur les détails, que ce soit même sur la montre BRM qui est sur le tableau de bord de la DS7. C'est toutes des petites choses qui font l'âme de DS et qu'on ne retrouve pas forcément chez les autres constructeurs. C'est ce qui nous différencie très fortement du reste de la planète automobile, avec une ambition extrêmement forte qu'on a au sein de la marque, qui est d'incarner en fait les savoir-faire du luxe français dans le monde automobile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le luxe français, toutes les grandes marques de luxe, elles sont françaises. Elles sont reconnues dans le monde entier, sauf dans un domaine, c'est l'automobile. On a cette ambition avec la marque DS Automobile de repositionner en fait, et d'avoir une marque d'automobile française qui soit reconnue dans le monde entier pour ses savoir-faire et pour le luxe qu'on va apporter, le sens du détail dans la confection de nos intérieurs, la qualité de nos cuirs. Et on s'est armé, entre parenthèses, pour arriver à tenir en fait cet objectif. On a des avantages compétitifs qu'ont pas les autres. C'est qu'on est basé à Paris. Donc on a la chance, en étant basé à Paris, de justement pouvoir créer ces collaborations avec ces artisans qui ont des savoir-faire bien particuliers, et on est en contact en permanence avec ces maisons-là ou ces artisans pour introduire ces savoir-faire dans nos véhicules automobiles. Et puis on a aussi développé un savoir-faire en interne, puisqu'on est le seul centre de design, à ma connaissance, dans le monde, à avoir intégré une équipe de selliers. Donc on a des selliers automobiles qui travaillent avec mes équipes de design intérieur, qui développent en fait à partir d'une idée, d'un sketch, d'un dessin qu'aura fait le designer. Il va aller voir directement nos selliers en interne pour savoir comment les réaliser, le rendre possible, vérifier la faisabilité. Et parmi ces équipes de selliers, on a pour la plupart, c'est les meilleurs ouvriers de France. Ils forment
d'ailleurs les meilleurs ouvriers de France en sellerie automobile. D'accord, ok. C'est marrant qu'on parle du cuir parce que j'en avais parlé dans une de mes vidéos où j'avais justement parlé d'un DS3 où le cuir semblait très abîmé dès le départ et finalement on en a reparlé en haut et vous m'avez expliqué que finalement c'est une patine que le cuir vient prendre, c'est parce que c'est un cuir qui est finalement de meilleure qualité, qui va être un peu plus fin, qui va être beaucoup moins traité et du coup il va se patiner, mais c'est accepté en tout cas. Tout à fait, alors, on l'accepte, ça fait partie des charmes du cuir. Un cuir se patine. Donc nous on utilise des cuirs Nappa pleine fleur qui sont en fait les meilleures qualités de cuir qui existent. On les prend en fait pour les qualités intrinsèques du cuir, leur souplesse. Ils ont un toucher qui est absolument extraordinaire, une souplesse extraordinaire. Alors c'est vrai qu'ils se patinent, mais moi je ne le considère pas comme un défaut. En fait ça fait partie au bout d'un an ou 2 ans, on a son cuir qui se patine, ça fait partie de la vie en fait, de la vie du véhicule. Donc il va comme ça se travailler un petit peu et ça donne beaucoup de charme au final aux intérieurs. Et puis ça permet surtout d'avoir ces cuirs avec un toucher important. Très récemment, vous avez sorti le concept qui est derrière nous, qui est le DS Code X. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'il vient d'être présenté au public. En réalité, c'est une maquette qui a été réalisée en 2017, je crois. C'est pas du tout. En fait, c'est pas un concept car, c'est ce qu'on appelle un manifeste interne. D'accord. Qui est en fait une maquette exploratoire. Mm-hmm. Donc on réalise régulièrement, environ tous les ans, en interne style, on réalise comme ça une maquette exploratoire. Souvent, il n'y a pas d'intérieur. D'ailleurs, quand vous regardez Code X, en fait, c'est juste une maquette extérieure. Et ça permet en fait à mes équipes, et ça nous permet en fait de visualiser chez l'un, au travers d'un objet bien fini, des recherches sur le langage formel. Par exemple, on retrouve, quand on regarde le flanc de Code X, on retrouve la forme en X-shape. Tout à fait. Qui nous a inspiré sur le concept car des Six Items. On va retrouver sur le lighting aussi des explorations sur les RL avec cette forme bien particulière qui étaient en fait les prémices de ce qu'on a fait sur le concept car des SX aussi. Oui, exactement, il faut remettre les choses dans l'ordre. L'identité lumineuse du code X est antérieure au DEX Items. Tout à fait. Donc on retrouve le traité du flanc, ça nous a inspiré sur le concept car. On retrouve par exemple à l'arrière de Code X, on a cette forme là aussi de découpage de la lunette très particulière en X qu'on retrouve là aussi sur l'arrière du concept car. On avait imaginé là aussi sur ce véhicule des nappes lumineuses en projection en fait sur toute la partie arrière et on l'a concrétisé sur le concept car. Quand il a été présenté, j'ai pas tout de suite compris pourquoi il semblait être antérieur. Mais du coup, pour imaginer le futur de DS, on doit vraiment mettre le code X, ensuite le DSX Items pour pouvoir imaginer les futurs modèles DS. La bonne séquence. La bonne séquence, oui, tout à fait. Sur Code X, on a aussi le capot biton, on a la partie centrale du capot noir. Quand vous regardez DSX, on retrouve exactement le même découpage. On peut imaginer ce genre de choses sur les futurs modèles éventuellement ? Oui, comme de la même manière que tous nos concept cars nourrissent des véhicules de série. Et ça, je l'ai toujours dit, sur DSX, il y a pas mal d'éléments de style qu'on va retrouver, je dirais pas lesquels. Voilà. Même pas un petit peu. Non, il y a pas mal d'éléments de style qui vont nourrir les projets futurs. D'accord. Okay. Le Lightweight, par exemple, qui sont les voiles lumineuses qu'on a sur le véhicule. Ouais. On a été très très loin sur le concept, parce qu'on a complètement supprimé les projecteurs. Donc là, on se projette très loin. Mais néanmoins, ces voiles lumineuses qu'on a sur l'avant du véhicule, on va le retrouver en série pas en 2035. D'accord, pas très très long. Ce qui permettrait du coup de changer un petit peu la signature des DS actuels. Il y a toujours quelque chose qui m'a dérangé sur les DS actuels, que ce soit sur le DS7 ou sur le DS3, c'est la barre chrome très rectiligne qu'on a en partie basse. Et du coup, peut-être qu'on pourrait trouver une autre façon de la dessiner grâce à cette nouvelle signature lumineuse. Mais après, on va hiérarchiser en fait les innovations. On avait sur la première génération effectivement les wings inférieures qui étaient très horizontales. Alors j'ai expliqué pourquoi en fait cette horizontalité permet en fait de donner le statut, ça permet en fait d'asseoir la grille de calandre et ça donne aussi ça donne du statut et de la largeur en perception sur l'avant du véhicule.
C'est clair que dans le futur, on va avoir ces wings qui vont descendre un petit peu pour laisser la place en fait au light veil et aux signatures lumineuses latérales. Il y a environ 7 mois, j'ai fait une vidéo où je critiquais un petit peu le DS3 Crossback. Et du coup, j'ai bien envie d'avoir vos réponses sur les petites critiques que j'ai faites. Ça serait super intéressant que je vous pose un petit peu les questions. De toute façon, je vous avais vu la vidéo. Ça m'a affreusement gêné tout à l'heure quand vous m'avez dit que vous l'aviez vu. Re-regardez hier après-midi. Mais oui, du coup, j'adorerais avoir votre avis là-dessus déjà. Et puis ensuite, peut-être prendre quelques points pour que vous puissiez m'expliquer pourquoi ces choix ont été faits. Donc déjà, moi, ce qui m'avait choqué la première fois que j'ai vu le véhicule, c'était la hauteur des poignées, les poignées rétractables. Alors le fait qu'elles soient rétractables, je trouve ça vraiment génial. Ouais, c'est unique. C'est unique dans ce segment dans l'industrie. Tout à fait. Cela dit, je les ai toujours trouvées très basses. Et personnellement, je les aurais bien remontées un peu. Ouais, ça j'ai vu. Vous avez fait un bon Photoshop. En fait, le positionnement des poignées, il est, quand on regarde ergonomiquement, en fait, on est à la bonne hauteur. Ça évite à la limite de monter trop le bras ou la main pour les saisir. Donc, ergonomiquement, ils sont à la bonne hauteur. Et puis, le fait aussi qu'elles soient complètement affleurantes, finalement, on a quand même tendance à les oublier. Donc, leur positionnement n'est pas aussi important que ça. Et puis, si on les avait montées plus, on aurait une interférence. En fait, c'est tout simple. C'est qu'on a la forme de l'aileron, on a une ligne en fait qui part de l'aileron, assez dynamique, qui part vers l'avant de la porte. Et si on avait monté beaucoup plus la poignée, on serait tombé en interférence avec cette ligne. Et puis il y a une troisième raison qui est beaucoup plus côté ingénierie, c'est qu'on s'assure à chaque fois d'avoir des éléments de renfort pour améliorer évidemment la sécurité de nos véhicules, les crash tests et tout ça. Et on a aussi un renfort en partie haute de porte qui imposait un positionnement des poignées légèrement plus bas. Ouais, donc on en revient toujours à peu près au même, c'est des problèmes techniques et des problèmes ergonomiques qui font que ça allait être... Il y a de la technique et puis il y a surtout de l'ergonomie. Et en fait, ergonomiquement, cette position, c'est la meilleure position. Et je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut toujours mettre l'ergonomie en avant. Je pense qu'un véhicule doit d'abord être ergonomique avant d'être joli. Et du coup, vous pensez que ergonomiquement, ça reste cohérent de venir mettre une planche de bord avec autant de boutons tactiles où finalement on a du mal à les sentir, on a du mal à avoir un retour. Alors sur ça, on a fait énormément. Ça, c'est des mois de prototypage, d'essais. D'ailleurs, on fait beaucoup de tests sur justement le positionnement, par exemple des commandes tactiles de l'écran, le positionnement des écrans, les différentes commandes. Donc on fait ce qu'on appelle des mulets. On fait des simulations sur des vrais véhicules qui roulent. On fait des simulations en interne. Et on fait également des simulations avec des clients, des gens qu'on prend à l'extérieur. On leur demande de juger l'ergonomie pour s'assurer justement qu'il y a un apprentissage très rapide de la part des clients qui comprennent tout de suite comment les choses sont positionnées. Donc on a vraiment des datas précises, on fait des tests avec des vrais clients. Et puis nous, on s'assure aussi que le positionnement soit bien étagé, on va dire, dans le véhicule. Donc on a certaines fonctions, certaines commandes qui sont dans l'écran, tous les raccourcis qui permettent d'accéder aux différents menus qui sont positionnés à une certaine hauteur. On a d'autres types de commandes qui sont à un autre étage, on va dire, et puis d'autres commandes sur la console. Et puis on veille aussi à avoir des commandes qui aient la bonne taille. Oui. La grosse erreur, ce serait d'avoir des commandes extrêmement petites qu'on ne peut pas manipuler en aveugle, en fait. On est obligé de regarder où on va poser son doigt. Donc on s'assure aussi d'avoir une surface tactile en fait, suffisante pour, tout en gardant les yeux sur la route, de positionner son doigt assez facilement au bon endroit. D'accord, ouais, donc finalement c'est une simple prise d'habitude. Une fois qu'on a l'habitude d'utiliser le véhicule, au bout de quelques heures d'utilisation, c'est... Voilà, ouais. C'est un peu l'objectif qu'on se fixe, ça doit être le deuxième jour d'utilisation, le client il doit avoir complètement intégré la manière dont il pilote. D'accord. Maintenant je voudrais parler un petit peu de l'extérieur. On en a parlé tout à l'heure en haut devant le véhicule, mais c'est vrai que la face arrière est superbe.
Moi j'adore, le 3/4 arrière est très bon et d'ailleurs j'avais pas du tout osé le retoucher dans la vidéo parce que Très peu. très peu. Juste Mais, la plaque, l'intégration de la plaque. ouais, mais ça c'est toujours, on en revient à des Ouais. contraintes techniques, des contraintes de normes quelque part. Autant la face avant, je suis un peu plus réservé. Déjà, je trouve que les phares ont une forme assez étrange. C'est pas du tout ce qu'on retrouve dans les sketchs, c'est pas du tout ce qu'on retrouve sur le DS7, même sur les concepts, on retrouve pas du tout cette forme. On a l'impression que le DS3 il sort un petit peu de nulle part par rapport au reste de la gamme, par rapport au reste de ce qui a été fait. D'où viennent ces phares? Ça, on s'est beaucoup posé la question. Alors, on aurait pu tout simplement dire, bah voilà, on prend des phares type des 7, on les fait plus petits, on l'intègre dans le véhicule. C'est pas notre philosophie. On a gardé ce qu'on veut vraiment pérenniser, c'est la forme de la grille, Mhm. la grille des Swings avec les ailes qui sont connectées au projecteur, la forme très spécifique de la grille, la manière dont on va traiter ces grilles en pointe de diamant. Donc tout ça, on le retrouve quasiment très peu près entre une DS7 et une DS3. Ça, c'est la signature de la marque. Et on se laisse de la liberté sur le regard. Parce que le phare, en fait, c'est le regard. Et chacun de nos véhicules, finalement, il a son propre regard. Mhm. D'où sur des espaces cette forme un peu de kiki sur la paupière supérieure du projecteur qui lui donne vraiment une personnalité extrêmement forte. Et puis ça permettait aussi de souligner le contenu technologique de ce projecteur. Parce qu'on a une technologie Matrix, c'est des Matrix Beam, qui est en fait une super technologie qui permet en fait de rouler en permanence en plein phare. Et puis la voiture gère elle-même le flux lumineux en fonction des véhicules qui arrivent en face pour ne pas les éblouir. C'est vraiment une technologie qui existe plutôt sur les véhicules très haut de gamme et qu'on a introduit pour la première fois sur un véhicule. C'est assez inédit à ce niveau de prix, effectivement. À ce niveau de prix, à ce niveau de gamme, ça n'existe pas. Alors, les premiers en fait à le proposer à nos clients. Et l'avantage de cette petite paupière, c'est qu'elle permet notamment de bien signifier, de bien signer cette technologie. On avait également la disposition des 3 modules LED qui sont la signature de la marque, qu'on a déjà d'ailleurs sur DS7. Donc on avait ces 3 modules qu'on a réorganisés de manière un peu différente, donc qui permettaient aussi de créer ce petit mouvement. C'est quoi la cible d'ailleurs exactement sur un DS3 Crossback? C'est quelqu'un qui va être peut-être un peu plus jeune? Ils sont plus jeunes. Voilà. Mhm. C'est une cible beaucoup plus jeune. C'est à peu près 50% hommes, 50% femmes. Mais c'est une cible plus jeune, plus urbaine, donc c'est des gens aussi qui sont prêts et qui acceptent plus facilement un peu l'innovation et qui sont à la recherche d'un peu plus d'originalité que des clients de DS7 Crossback qui sont un peu plus âgés, c'est un peu péjoratif, mais ils sont un peu plus âgés, donc un peu plus classiques dans leur choix. Et vous pensez que c'est à peu près la même clientèle qui achetait à l'époque une DS3 ancienne génération? On va avoir beaucoup de clients de DS3, bien sûr, qui vont venir sur le DS3 Crossback. Et puis on va aussi capter beaucoup de clients qui veulent un SUV, parce que c'est des véhicules qui ont quand même beaucoup d'avantages aujourd'hui, le fait d'avoir des grandes roues. Donc il y a l'attrait du style, parce qu'on a des grandes roues, on a une position de conduite sécurisante, on domine un petit peu le trafic. Et ça, c'est quand même quelque chose de récurrent sur tous les marchés. Les gens, ils apprécient quand même ce fait de dominer un petit peu, et c'est quand même plus agréable quand on domine un peu le trafic. Il y a un intérêt sur la DS3 Crossback, c'est aussi la personnalisation assez importante qu'on peut avoir sur ce genre de véhicule. J'en parlais tout à l'heure en haut avec les différentes couleurs, les différents intérieurs qu'on peut avoir. Et c'est assez marrant à quel point on peut créer une voiture un peu plus sportive avec une performance line, ou quelque chose qui tend plus vers le luxe. Avec d'autres finitions, etc. C'est assez marrant en fait, sur DS3 Crossback, on offre un niveau de personnalisation assez poussé, très poussé. Parce qu'on a 3 tonnes de toit, par exemple, on peut combiner ça avec 7-8 tonnes de caisse, plus les inspirations. C'est pareil, on a 5 inspirations, donc on peut choisir soit une inspiration opéra, par exemple, qui est la version la plus luxueuse en intérieur. Là, on a le meilleur du savoir-faire, on a un intérieur qui est en cuir intégral, on a les sièges de cuir bracelet, les supports de pointe merle. Là, on a un niveau finition assez fabuleux. Et on peut combiner ça avec des tables de caisse et des tables de toit. En finition extérieure aussi, on a par exemple des versions avec la calandre en chrome, par exemple. Les versions Performance Line, on va avoir un noir texturé. Les versions Intense, on a un chrome satin.
on a quasiment une infinie de combinaisons possibles sur l'extérieur. Et pourquoi pas une petite version avec une partie cuivrée ou une partie bronze comme ça à la place du chrome? Alors ça j'aime bien personnellement. Moi je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça intéressant. Alors ça fait partie des pistes sur lesquelles on travaille. Après c'est lié. C'est lié aussi aux attentes des clients. Enfin, on sait qu'il on n'aura pas beaucoup de clients parce que c'est quand même des choses extrêmement typées. Je suis pas sûr que ça plaise au plus grand nombre. Moi personnellement, je trouve ça intéressant. Et puis après, il y a la capacité aussi de le faire de manière industrielle. Tout à fait. On est dans une industrie qui est soumise à beaucoup de contraintes. Je vous donne un exemple justement sur les finitions chromées. Aujourd'hui, on a 3 ou 4 types de finitions de chrome qui sont validées, qui passent les cahiers des charges. Et le chrome dont vous parlez, ou l'aspect dont vous parlez légèrement cuivré, aujourd'hui, il ne passe pas les cahiers des charges. Plein de problématiques de gravillonnage, des problématiques de résistance au sel dans certains pays, au froid, au chaud, la durabilité, la réalité. Oui, c'est ça. Ça engendrait des coûts de développement finalement qui sont beaucoup plus importants que le retour qu'on aurait sur un terrain. C'est exactement ça. Il faudrait lancer des développements, mais c'est des développements parce que c'est des années de travail, de validation, de fabriquer des pièces, des prototypages et tout ça. Ça se chiffre souvent en millions d'euros. Donc il faut s'assurer que derrière, il y a une vraie attente en fait, des clients, qu'il y a un vrai marché en fait, pour ce type de finition. Et puis on ne sait pas si c'est peut-être une mode qui va passer aussi. Cet aspect cuivré, cet aspect bronze, c'est quelque chose qui est ancré dans notre époque. On ne sait pas si dans quelques années ça sera toujours intéressant. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant un petit peu du futur, on peut parler un petit peu du futur de DS. On sait quel type de véhicules vont sortir par la suite, le développement de la marque. Ah bon, je sais, oui. Ben, bah, vous, j'imagine. Mais non, je crois savoir que peut-être il va y avoir un peu moins de concentration sur le marché chinois. On sent que DS était très porté sur le marché chinois. DS est une marque mondiale, donc on regarde tous les marchés avec le même intérêt. Après sur le développement de la marque, on sera sur une corps modèle stratégique, on a annoncé de bonne foi à 6 véhicules. Donc, en fait, on veut se concentrer sur peu de véhicules, mais on veut les faire extrêmement bien. Donc les futurs véhicules DS qu'on va avoir en Europe, ce sera du niveau d'un DS7 crossback, ce sera d'un niveau d'un DS3 crossback, ce ne sera pas d'un niveau de ce qu'on peut voir par exemple en Chine, où on sent que les véhicules DS sont d'un peu moindre qualité par rapport à ce qu'on a vu ici. On va garder évidemment toutes les qualités des DS7 crossback, des DS3 crossback. On va encore aller plus loin sur certains items, notamment sur les définitions intérieures. On va continuer à explorer des nouveaux matériaux par exemple. Et on travaille actuellement sur de la pierre, par exemple, sur des matériaux extrêmement innovants à l'intérieur du véhicule. On travaille sur de la nacre, par exemple, on travaille sur des marqueteries de bois. Donc on va mettre la barre de plus en plus haut en termes de raffinement, et pareil sur les technologies. Je parlais tout à l'heure du light veil, donc ça c'est des choses qui vont arriver sur les futures générations de DS, mais pas dans 20 ans ou 30 ans. Oui, ça arrive. Beaucoup plus rapidement. D'accord. Voilà. Donc on va consolider nos bases, DS7, DS3, et on va continuer à mettre toujours plus de raffinement et puis toujours plus de technologie. Ça attise énormément la curiosité. On a vraiment envie de voir ce qui va sortir. Oui, ça va être l'occasion de se revoir. Avec plaisir. Tout maintenant, on ne se reverra pas. C'est vrai. Voilà. On reparlera sur les prochains véhicules. Et bah, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de me recevoir. J'ai adoré vous poser toutes ces questions. Et puis, à la prochaine fois. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. À très bientôt. Ouais, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'ai adoré cette interview avec Thierry Métrose. Cette vidéo est terminée. Mais comme d'habitude, je vais vous inviter à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!